La méditation, c'est un outil de guérison et un outil incroyable qui te permet de t'ancrer et de revenir à tes sens, de revenir à ton souffle. L'anxiété, c'est quand tu es dans le futur et quand tu te projettes aussi beaucoup. Le fait de méditer, ça va te permettre de revenir dans le corps, donc c'est ce qui va aussi te permettre de te calmer. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue du coup dans notre épisode de podcast de la semaine. Aujourd'hui, on va parler d'énergétique. Alors moi, mon premier contact avec l'énergétique, au début pour moi, c'était un truc un petit peu vaudou, l'énergétique, et que je pensais aussi qu'il n'était pas du tout à ma portée, en fait. Ça, je dois vraiment faire une confession là-dessus. Je me disais, tous ces trucs énergétiques, est-ce que c'est vraiment pour moi ? Et mon premier vrai contact, ça a été avec les chakras, du coup, et je suis super, du coup, heureuse d'avoir avec nous aujourd'hui Sarah Recher, qui est guide énergétique et experte en méditation. Je sais que Sarah, tu travailles beaucoup avec les chakras, alors bienvenue. Merci beaucoup pour ton invitation. Merci à toi d'y avoir répondu. Donc moi, mon premier contact avec l'énergétique, c'était vraiment les chakras et plus particulièrement l'harmonisation des chakras. J'ai fait la connaissance d'une thérapeute qui s'appelle Adabel Carson aux États-Unis. Et avant de commencer avec toi, Sarah, je voulais raconter un petit peu à nos auditeurs ce qui s'est passé lors de ce premier enseignement, parce que ça a été vraiment une révélation pour moi. Et c'est pour ça que je tenais à t'inviter dans le podcast aujourd'hui, parce que je me suis dit que ça serait génial d'avoir quelqu'un qui peut nous parler un petit peu plus de ça et démystifier un petit peu les chakras, le pendule, l'énergétique, le reiki, tout ce qu'on met un peu dans ce panier de l'énergétique, et où finalement on ne sait plus trop ce que c'est. Parfois, j'ai l'impression. Et donc, ce premier enseignement avec Adabel Carson, c'était en plein confinement. Et c'était du coup un atelier sur l'harmonisation des chakras. Et donc, elle nous a décrit un peu brièvement chaque chakra. Et après, elle nous a demandé de partager intuitivement avec quel chakra on pensait avoir des choses à travailler. Et moi, j'ai partagé le chakra du cœur sans trop réfléchir. Et Adabel, elle me dit, ah ok, le chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur, il correspond à la zone cœur-poumon. Et là, déjà, première réalisation, je me dis, ah tiens, j'ai quand même de l'asthme depuis l'âge de 2 ans. La zone cœur-poumon, intéressant. Et elle regarde derrière moi, c'était sur Zoom, hein, c'était genre en plein premier confinement. Et elle regarde à moi, elle me dit, ah, c'est pas des plantes vertes là que tu as derrière toi? Et je dis oui. Et là, deuxième réalisation, je réalise qu'à chaque fois que j'ai changé de lieu de vie, la première chose que je faisais, c'est que j'inondais l'appartement ou la maison de plantes vertes. Genre, je peux pas vivre dans un espace où il n'y a pas des plantes vertes. Et elle me disait, oui, effectivement, donc quand on a quelque chose à travailler avec un chakra, on s'entoure intuitivement en fait de la couleur correspondante. Et du coup, la couleur correspondante du chakra du cœur, voilà, je vous le mets en plein dans le mille, le vert. Et en fait, quand j'ai commencé vraiment à tisser des liens, et le sujet, il m'a passionnée, donc j'ai commencé à écouter, à lire plein de choses, tout ce que je pouvais sur les chakras, et notamment une femme qui s'appelle Anodea Judith et qui a écrit beaucoup de livres, enfin qui a écrit des livres depuis plus de 30 ans sur le système des chakras. Et voilà, et Adabel, elle nous a transmis pendant cet enseignement-là en ligne, un protocole avec le pendule et les huiles essentielles. Et ça, c'est l'harmonisation des chakras que je transmets dans des ateliers quand je reviens en France en présentiel, où je l'ai fait une fois en ligne aussi. Mais ça a été vraiment mon premier contact, et ça a été le premier contact qui m'a fait dire, ah ok, là il y a quelque chose en fait sur l'énergétique, parce que c'était vraiment une grille de lecture complètement nouvelle, et une grille de lecture aussi qui avait du sens, qui n'était pas complètement vaudou ou complètement hors de ma portée. Et ça m'a vraiment permis d'avoir des vraies réalisations et de venir travailler sur les choses. J'ai beaucoup travaillé avec mon chakra racine, où j'ai vu qu'il y avait la clé un petit peu de mon anxiété là, à cet endroit-là. Et j'ai commencé après à intégrer un petit peu les chakras dans mes méditations. Et c'est de ça que je voudrais te parler pour commencer, Sarah, du coup. Je voulais te demander de te présenter. Et est-ce que tu peux nous dire aussi comment tu es arrivée justement à la méditation et à l'énergétique ? Ouais, alors encore merci pour ton invitation.
Je suis très heureuse de pouvoir parler de ça et je pourrais te parler de ça pendant des heures. J'imagine. Donc, on va essayer d'être concise et d'être précise. Comment j'ai découvert l'énergétique? Ça a été suite au décès de mon papa. Ma maman avait fait son premier niveau de Reiki et du coup elle m'avait dit bah viens je te fais un soin et tout, tu verras ça va t'apaiser, ça va te faire du bien. Et à ce moment-là j'y croyais mais ça me faisait un peu peur donc je disais bah vas-y fais mais voilà quoi, sans plus. Et du coup elle me fait un soin et je ressens pas mal de choses au niveau du corps. Je me souviens la première fois qu'elle me fait un soin, je commence à ronfler. En fait, je me suis endormie pendant le soin et je me suis entendue ronfler, donc je me suis réveillée et elle avait fini depuis peut-être 20 minutes, tu vois. Et en fait, j'étais mais profondément dans cette bulle, c'était assez particulier. Et je me suis dit, mais attends, c'est dingue tout ce qu'on peut ressentir et au final, ouais, il y a quelque chose de plus, tu vois. On a un corps physique, mais notre corps physique, il est fait de quoi? Tout est fait d'énergie. Donc, ok, je vais commencer à aller piocher dans tout ça. Et j'ai fait mon premier niveau de Reiki, etc. La méditation, je l'ai découverte quelques mois auparavant, 1 an avant. Mais j'avais pas mis le mot méditation sur ce que j'avais expérimenté. C'était en Thaïlande. Ma tutrice m'avait dit, bah tu devrais faire, tu visualises une petite lumière qui passe dans ton corps et tout. Mais moi, je savais pas que c'était de la méditation et au final, oui, c'était un petit body scan sympathique. Donc ça s'est fait comme ça, en fait, très intuitivement et un petit peu, comment je pourrais le dire en français, très out of the blue. Tu vois, enfin, je sais pas en français, Oui, désolée, c'est le matin ici, donc oui. anglais, français, mon cerveau, il a du mal. Mais enfin, ça s'est fait, voilà, vraiment très spontanément et je l'ai découvert comme ça et ça m'a vraiment passionnée de me dire qu'il y avait tellement plus et qu'on était connecté à tellement plus aussi que ma peur s'est transformée en curiosité. Et après, je te dis, avec beaucoup d'honnêteté, j'ai encore des peurs sur l'énergétique, sur jusqu'à où ça peut aller. Et je pense qu'il faut y aller progressivement, tu vois. Mais c'est un très beau chemin et c'est vrai qu'un peu comme toi, j'ai lu tellement de livres à ce moment-là et j'ai expérimenté beaucoup. J'ai dû aller un petit peu dans des extrêmes dans tout ça pour essayer de comprendre et trouver moi mon équilibre et ce qui était juste pour moi. Mais c'est tellement intéressant. Ouais, de se connecter à ce qui n'est pas que physique finalement. Comment t'es arrivé à trouver ton équilibre justement? Et est-ce que pour toi l'anxiété c'est quelque chose qui a fait partie de ton chemin à un moment donné ou pas? Et à ton avis, qu'est-ce qui se passe quand on a de l'anxiété au niveau énergétique? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des blocages? Qu'est-ce qui est en jeu là en fait? Attends, tu m'as posé plein de questions. Oui. Du coup, je vais répondre à la dernière question pour commencer. J'ai vécu de l'anxiété, donc je sais comment tu le ressens dans le corps, comment ça se manifeste dans le corps. C'est vraiment désagréable. Et j'ai jamais eu d'anxiété de ma vie. J'ai eu des moments de stress, mais jamais d'anxiété pure. J'ai eu des moments d'anxiété quand justement mon papa est parti et que j'avais perdu mon équilibre, que j'avais perdu un pilier. Et au final, en fait, tout fait sens dans le sens où j'ai perdu un de mes piliers, une de mes fondations. Donc je n'étais plus en sécurité. Et comme je n'étais plus en sécurité, j'étais anxieuse. Et j'avais cette anxiété parce que j'étais pas en sécurité. Donc je te dirais que énergétiquement, quand on a de l'anxiété, pour faire référence aux chakras, ces chakras racines, l'anxiété c'est quand on se projette aussi dans le futur et qu'on ne sait pas ce qui peut se passer et qu'on se pose 36 000 questions sur mais ok, mais comment, quoi, pourquoi, etc. etc. et qu'on n'est pas présent dans le corps physique là, tout de suite et maintenant. Et par rapport au chakra racine, c'est ta fondation, la fondation de ta maison, de ton corps, de tout ce qui va être physique, mais c'est aussi ce qui va te permettre d'avoir cette notion de sécurité en toi, mais aussi du coup dans ton environnement. Et encore une fois, je te dis ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, et de toute façon on est cyclique, donc tous les jours ça change. Mais avoir conscience de cette notion de sécurité, ça va t'apporter beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'apaisement, parce que tu es ancré, parce que tu es en sécurité. Et énergétiquement, je pense que c'est une des bases, c'est le fait de ne pas avoir cet équilibre, en tout cas d'avoir
un manque de stabilité par rapport à cette notion-là qui va du coup te créer aussi beaucoup plus d'anxiété parce que tu te sens pas en sécurité dans ton corps là, tout de suite et maintenant. Super intéressant aussi cette question du chakra racine. On va revenir au chakra après, mais je voudrais remonter un peu le fil et commencer par le commencement avec une question sur la méditation. Alors peut-être une question pas très facile, mais méditer quand on a de l'anxiété, c'est difficile. Parfois, moi je me souviens, enfin, on a juste l'impression qu'on va se noyer en fait dans les jours d'anxiété vraiment intenses. Et moi d'ailleurs, je déconseille aux personnes que j'accompagne de méditer dans les jours d'anxiété intense parce que je leur dis c'est pas le moment en fait. À ce moment-là, il y a d'autres choses qu'on peut faire comme par exemple voilà aller marcher, boire un verre d'eau, faire plutôt du yoga, aller courir, etc. Plutôt bouger pour revenir dans le corps que méditer. Alors peut-être que tu as un autre point de vue là-dessus que moi d'ailleurs, et du coup, j'aimerais vraiment que tu éclaires ma lanterne. Et donc la question que j'aimerais te poser, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser la méditation et comment toi tu l'as utilisée aussi comme outil de guérison sans finalement que ça nous plonge voilà, dans des angoisses ou dans des choses qu'on n'est pas encore prête à explorer. Alors je te dirais, après c'est mon expérience personnelle par rapport à ce que j'ai vécu, donc chacun vit ça différemment et tout est juste. Moi je sais que la méditation m'a aidé à accueillir cette anxiété et en tout cas à me réancrer dans mon corps. Mais après c'est vrai que si tu as des moments d'anxiété très 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 grande ou très profonde, la méditation ça va t'aider à te calmer, mais je te dirais peut-être de le faire accompagner. De te faire accompagner à ce moment-là. Si par exemple demain tu as une crise d'anxiété et c'est vraiment compliqué, de peut-être aller voir une sophrologue. Moi je sais que la sophrologie c'est ce qui m'a vraiment sauvée et on a utilisé la méditation en fait par rapport à ces crises d'anxiété, par rapport à mon insomnie, par rapport à toutes ces notions dont on a parlé. Je sais que du coup peut-être que toute seule j'aurais pas su gérer ou pas su accueillir, mais là comme j'étais accompagnée, que j'avais quelqu'un qui était là pour m'aider, je me suis sentie en sécurité et en fait je savais que je pouvais explorer, que je pouvais méditer en silence, que je pouvais pleurer ou libérer une émotion parce que j'avais ce cercle de sécurité qui était autour de moi. Donc je pouvais aller explorer cette anxiété. Après, effectivement, s'il y a des moments où c'est très intense, peut-être pas le faire seul. Mais je sais que la méditation, c'est un outil de guérison et un outil incroyable qui te permet de t'ancrer et de revenir à tes sens, de revenir à ton souffle. L'anxiété, c'est quand tu es dans le futur et quand tu te projettes aussi beaucoup. Le fait de méditer, ça va te permettre de revenir dans le corps, donc c'est ce qui va aussi te permettre de te calmer. Donc moi, c'est un outil que je conseille quand on a de l'anxiété, quand on a du stress, etc. Après, tu l'as très bien dit, il y a plein de façons de méditer. Tu peux méditer en silence, tu peux méditer avec une méditation guidée. J'ai une méditation sur mon podcast qui s'appelle « Ne plus se sentir submergé ». Et du coup, tu es guidé, donc tu as ce sentiment d'être soutenu à ce moment-là. Tu peux aller dans la nature c'est incroyable quand on a des crises d'anxiété, la nature nous calme, faire des câlins aux arbres si tu le souhaites, faire de l'art-thérapie, faire du dessin, des choses que tu peux du coup faire manuellement avec tes mains, cuisiner, faire des gâteaux, des cookies, tu peux faire plein de choses en fait, tant que tu mets la conscience dedans. Tu peux danser, effectivement le fait de bouger, de mettre ton corps en mouvement, ça va aussi libérer cette anxiété parce que tu vas recréer de l'énergie, tu vas recréer du mouvement dans le corps, donc tu vas permettre à l'énergie bloquée de redescendre ou en tout cas de lâcher. Donc il y a plein de façons d'exprimer, plein de façons de s'exprimer et plein de façons d'aller explorer l'anxiété. Et je pense que c'est pas quelque chose, enfin c'est très inconfortable l'anxiété, mais il faut pas le voir comme une bête noire non plus, parce que si on le prend comme une bête noire, ça peut faire peur, alors que si on prend ça plutôt comme si on voit ça avec peut-être plus de lumière et plus de bienveillance, c'est peut-être plus facile aussi d'aller de l'avant et de se soutenir soi. Mais voilà, il y a plein de façons de méditer. Si tu n'as pas forcément envie de méditer en silence parce que tu sens que c'est beaucoup, crie dans un oreiller, tu vois, mais fais-le en conscience, avec tous tes sens. Je pense que le fait de mettre la conscience dans ce qu'on fait, c'est ce qui est important et c'est ce qui nous permet de revenir au moment présent de toute façon. Oui, parce qu'effectivement, avec l'anxiété, on est soit dans le passé, soit dans le futur, comme tu le dis, effectivement. Et donc, peut-être que l'important, finalement, c'est de trouver un container, en fait, parce que quand on dit je médite, mais en marchant, et ben, mon container, ça va peut-être être la nature qui m'entoure. Si je vais cuisiner, mon container, c'est le fait de faire la cuisine et les aliments que je touche, etc. Donc, effectivement, ouais, ça peut peut-être être plus facile. Comme ça, et voilà, c'était ma prochaine question, du coup, c'était un peu
Concrètement, tu vois, je vis de l'anxiété au quotidien, j'entends parler partout des bienfaits de la méditation. Je me dis que ça pourrait être bien pour moi, tu vois, une personne qui est dans cette situation-là, qui se dit, ouais, tout le monde parle de cette méditation. Maintenant, ça fait quelques années qu'on en entend quand même pas mal parler. Je pense que ça serait bien pour moi, mais j'ai énormément de résistance à y aller parce que voilà, il y a des peurs, je sens qu'il y a des choses qui pourraient remonter où j'ai pas envie que ça remonte. Moi, je sais que quand j'étais dans mes années d'anxiété intense, je me créais des journées de 7 heures du matin à 22 heures le soir qui étaient non-stop parce que je ne pouvais pas être assise 5 minutes avec moi-même. Ça veut dire que j'arrivais dans le métro à Paris, je prenais tout de suite un livre, j'étais dans la rue, j'appelais quelqu'un, j'étais incapable d'être avec moi-même pendant rien que 5 minutes. Donc, dire à quelqu'un comme ça, il va falloir commencer à méditer, c'est sûr que ça peut paraître hyper effrayant. Donc, du coup, tu nous parlais de méditation guidée, un peu, ce serait quoi les premières étapes, tu vois, cette personne-là, elle demanderait, OK, par où je commence, en fait. Donc peut-être par Euh, une méditation guidée, ce genre de choses ouais, plutôt. alors tu vois, on parle d'anxiété et que le fait de se retrouver tout seul, c'est très inconfortable. Des fois, qu'on a de l'anxiété ou qu'on n'en a pas, c'est très inconfortable parce qu'on n'a pas l'habitude. Et surtout dans la société où on vit actuellement, on est pollué d'informations, pollué de tellement de choses que du coup, on a du mal en fait à... Et on est inconfortable face au silence et face à soi-même. On est tellement connecté au monde avec les réseaux, avec tout ce qu'on peut voir, qu'on se déconnecte de soi. Et c'est ça qui fait peur, c'est de revenir en fait à soi. Donc qu'on ait de l'anxiété ou pas, c'est la même chose. Après, il y a peut-être des degrés différents, mais je pense qu'on a tous du mal à revenir à soi. Voilà. Je voulais l'ajouter parce qu'on passe tous par là et c'est totalement ok. Et il y a des fois, ce sera plus facile que d'autres moments et tout est juste. Encore une fois, il y a plein de façons d'aller explorer la méditation. Pour commencer, si après, je te donne vraiment que moi mon point de vue. Hein. Je suis pas médecin, je suis pas, tu vois. Enfin, je te dis par rapport à moi mon expérience, je sais que j'aurais jamais pu surmonter mon anxiété ou en tout cas accueillir cette anxiété si j'avais été toute seule. J'aurais jamais pu méditer. Tu vois, je vais te donner un exemple personnel. Quand du coup mon papa est parti, j'étais sous antidépresseur, j'avais envie d'arrêter parce que j'étais vraiment coupée de mes émotions et l'anxiété était vraiment très présente. Donc j'ai commencé à diminuer et t'as une personne qui m'a dit tu devrais faire de l'acupuncture, tu vas voir ça va vraiment te calmer et tout. Enfin, et moi j'étais vraiment prête à tout essayer, quelque chose d'un peu plus naturel et un peu plus respectueuse par rapport à mon corps. Et l'acupuncteur, il me met dans la salle, il me met ses aiguilles, etc. Et en fait, il me laisse comme ça en plan pendant je sais pas combien de temps, tu vois. Et là, franchement, alors j'y croyais pas forcément d'une part, donc je pense que j'y suis pas allée avec un bon mindset. Mais en plus de ça, tu me laisses dans une salle et il me dit bon bah t'as juste à respirer. Bah franchement, ça m'a saoulée quoi, tu vois. Et j'attendais en fait que ça passe parce qu'en fait, j'étais pas du tout soutenue, pas du tout comprise. Je me suis sentie vraiment seule à ce moment-là. On me met dans une salle et on me dit bah respire, ferme les yeux, bah en fait non. Je t'explique, je suis pas venue pour ça en fait, tu vois. Et du coup, ça a été vraiment une très mauvaise... Enfin, avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être pu faire plus d'efforts, mais à ce moment-là, je savais pas non plus. Et après, on m'a conseillé la sophrologie. Et c'est vrai que du coup, le fait d'être soutenu par une personne, cette personne crée un espace pour que tu puisses vivre ça avec toute la sécurité, la bienveillance et l'amour dont tu as besoin à ce moment-là. Ça a été vraiment quelque chose qui a vraiment tout changé dans ma façon de voir les choses. Et si on a beaucoup d'anxiété, enfin, peu importe la situation, peu importe l'expérience qu'on a vécue, je pense que d'être accompagné pour les premières fois, c'est ce qui va te permettre de prendre ton envol après et de le faire toi-même. Parce que c'est vrai que quand tu commences, tu sais jamais trop, tu vois. Et si on peut pas avoir une sophrologue ou si c'est pas possible, les méditations guidées sont exceptionnelles parce que tu as quand même cette voix qui te guide et tu peux faire confiance. Donc après, selon la personne que tu trouves en podcast ou sur YouTube, tu vois si tu fais confiance et si tu es à l'aise. C'est important de vraiment s'écouter, dire ok, avec cette personne, je me sens à l'aise, je peux y aller ou pas. Là, il y a une question d'intuition aussi, de se dire est-ce que j'y vais ou pas, est-ce que je suis à l'aise avec cette personne, est-ce que j'aime sa voix ou pas, c'est super important parce qu'il y a tellement de choses qui se transmettent avec ça. Mais moi, par rapport à mon parcours, comme j'ai commencé à accompagner, c'est vrai que ça m'a aidé en tout cas à avoir des bases solides
Et du coup, après, aller explorer plein de méditations différentes, en tout cas, aller m'explorer différemment, parce que j'avais cette base et parce que j'avais été soutenue à un moment où c'était difficile. Si par contre, il n'y a pas forcément d'anxiété, tu peux commencer par toutes les méditations que tu souhaites. En soi, c'est une question de choix, de goût et de volonté aussi, parce que il faut avoir la volonté. La méditation, je le dis souvent, tu n'as besoin de rien du tout. T'as pas besoin de cristaux, de coussins spécial pour la méditation. T'as besoin de rien du tout, à part en avoir envie. Parce que si tu te sens forcé de le faire, un peu comme moi avec l'acupuncture, en fait ça fonctionne pas parce que ton ego, ton mental, il a à dire en fait j'ai pas envie donc c'est mort et tu te crées en plus de résistance à ce moment-là. Selon ton parcours, tu vois ce qui est juste et aussi, je pense, essayer. Moi j'ai fait qu'une séance et ça m'a saoulée, c'est vrai que j'ai pas forcément retenté, mais j'aurais pu et peut-être que j'aurais vécu autre chose aussi, donc peut-être ne pas abandonner trop vite. La méditation, c'est une pratique. On développe un état de conscience et ça prend du temps. C'est comme un marathon, tu vas pas faire 10 km sans t'avoir entraîné avant. Donc c'est un peu ça la méditation, c'est un peu cette gym de l'esprit. Donc ça prend du temps. Et encore une fois, il y a des jours où c'est plus facile et des jours où c'est plus compliqué, mais c'est ok. Dans tous les cas, tout est juste et tu explores ce que tu es prête à explorer à ce moment-là aussi, quoi. C'est ce que je dis beaucoup en breathwork aussi, moi. Il y a des points communs sur toutes ces pratiques-là et c'est rigolo que tu nous racontes cet épisode d'acupuncture parce que j'ai eu exactement la même expérience. Ma première séance d'acupuncture, c'était une catastrophe. Donc c'est super rigolo. Et ouais, moi, c'est vraiment ce parcours-là que j'ai fait avec la méditation. En fait, j'avais une application. Moi, j'utilisais Insight Timer et j'ai commencé par des méditations guidées. Et après, ça a été un vrai step de passer à d'avoir plus de voix à juste de la musique. Ça a été vraiment, vraiment une grosse étape. Et ça a mis quelques semaines, hein. Je revenais, il y a des jours, je revenais avec une voix parce que je me disais là, en fait, aujourd'hui, je peux pas, en fait, sans voix, je vais pas y arriver. Et je sentais que c'était un petit peu une bouée à un moment, ce truc-là, d'avoir cette voix. Et puis après, de la musique. Et puis après, ça a été encore un autre step de dire, OK, maintenant, je vais essayer sans l'appli, sans la musique. Et rien que le fait de même, en fait, même de pas se plugger à son téléphone, en fait, hein, même ça, genre d'être juste là, seul, en silence. Et ça a été encore genre un autre step. Donc, ouais, ça, c'est très intéressant. Après, tu vois, les méditations guidées, on dit que souvent les méditations guidées, c'est quand on commence à méditer, quand on a envie de commencer, etc. Je suis d'accord et pas forcément d'accord. Je pense que les méditations guidées, c'est pour tout le monde, qu'on soit avancé en méditation et qu'on médite souvent ou qu'on commence la méditation. La méditation guidée, ça te permet déjà de te laisser guider, donc de recevoir et de lâcher prise. Ça te permet aussi d'aller explorer peut-être des choses que tu n'aurais pas faites toute seule parce que du coup, t'es quand même, tu vois, si tu es en silence avec toi-même, peut-être que tu vas te mettre dans ta zone de confort en allant explorer ce que tu veux explorer, mais peut-être sans aller plus loin. Si tu te fais accompagner ou si tu te fais une séance de méditation guidée, ça te permet quand même d'aller explorer peut-être des champs que tu n'aurais peut-être pas fait toute seule. Et c'est super intéressant. Et tu vois, moi, ça fait 4 ans que je médite. J'adore toujours faire des méditations guidées parce que ça me permet d'aller explorer peut-être d'autres choses. Ça me permet de lâcher prise et en fait, juste de me prendre un moment pour moi sans me dire, ok, là, en silence, je vais faire ça, je vais méditer, enfin je vais voir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, non, en fait je me laisse juste guider par une voix et puis c'est comme un voyage avec moi-même et c'est super chouette aussi de voir ça comme ça. Donc c'est pas que pour les débutants, c'est pour tout le monde et encore une fois comme tu l'as dit, des fois tu vas revenir, des fois tu vas arrêter, tu vas faire du silence ou en musique ou en dansant, en mouvement, etc. Mais ça fait partie de ta boîte à outils. Et c'est pas parce que t'as passé un cap entre guillemets en méditation que tu dois arrêter. Je pense que c'est intéressant de toujours revenir à des méditations guidées parce que ça te permet d'explorer d'autres choses, parce que ça te permet de lâcher prise, de recevoir aussi. Je pense que cette notion de recevoir est importante. Et puis ouais, d'aller explorer beaucoup plus loin aussi, puis profondément, quoi. Donc ouais. Ouais, merci pour cette précision. Parce que c'est vrai que moi, je le voyais un petit peu comme ça, tu vois, et c'est très intéressant ce que tu dis, ça me parle beaucoup, parce que, tu vois, c'est vrai que les jours où j'avais besoin de revenir à une méditation guidée, je le voyais un peu comme une faiblesse, tu vois, ah, je reviens à la case départ, tu sais, un peu comme ça, alors que, effectivement, ce que tu dis, c'est hyper intéressant, en fait, on peut apprendre à recevoir et ça peut nous pousser à aller plus loin, au contraire. Ouais, et puis ça fait partie de ta boîte à outils, tu vois, c'est comme...
T'as une boîte à outils, c'est pas parce que, je sais pas moi, t'en as plus besoin que tu la jettes. Non, c'est toujours là, tu peux toujours l'utiliser. Tu peux toujours l'utiliser et il n'y a aucune honte à refaire une méditation guidée. Enfin, ça, c'est pas des conditionnements, mais des choses qu'on se recrée, tu vois. Et non, franchement, des injonctions, pardon. La méditation guidée, c'est génial pour tout le monde et même quand on est méditant, c'est génial, quoi. C'est différent, mais tu vois, toutes les méditations sont différentes. Il y a plein de façons de méditer. Moi, je suis quand même très attachée aux méditations guidées quand même. J'en fais régulièrement et je trouve que c'est très bien de se laisser guider aussi. Merci beaucoup. Je voulais passer un petit peu à un autre sujet. Là, moi, je parle beaucoup voilà, du trauma et des effets du trauma sur le système nerveux, sur l'anxiété. Et je sais que toi, tu parles de temps en temps des blessures de l'âme, qui est aussi voilà, un livre de Lise Bourbeau, où j'ai vu un de tes lives où tu disais, je pense que tout le monde a lu ce livre, donc si vous n'avez pas lu ce livre, je vous encourage, Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Je le mettrai dans les notes du coup de l'épisode. Est-ce que tu peux nous en parler juste rapidement des blessures de l'âme? Ça a été quoi leur rôle, toi, quand tu as découvert ce livre-là dans ton chemin? Voilà, moi je pense que voilà, enfin quand j'ai découvert ce livre, ça a été une des révélations aussi, un petit peu comme l'énergétique. Enfin, ça a été une étape, en tout cas sur mon chemin. Élise Bourbeau, en fait, finalement, ce qu'elle dit, c'est que on choisit sa famille, hein, et on choisit sa famille, on vient s'incarner dans une famille pour travailler les blessures de notre âme. Alors parfois, il y a des jours où à Noël, on se dit pourquoi est-ce que j'ai choisi cette famille-là? Mais en tout cas, le fait est que notre âme a choisi cette famille pour travailler certaines blessures. Voilà, est-ce que tu peux un peu nous en parler? Et ça a été comment tu as travaillé, toi, avec ces blessures de l'âme? Ouais, première fois que je vais en parler comme ça, ok. Alors, avant tout, je vais faire un petit disclaimer quand même pour qu'on soit le plus juste dans ce qu'on va dire. Ce livre est incroyable. Il permet de mettre des mots, M-O-T-S, mais aussi M-A-U-X, sur plein de choses. Mais ce n'est pas parce que tu ressens une de ces blessures qu'elle te définit. Parce que généralement, quand on lit ce livre, on se dit « Ah, bon bah ça y est, j'ai la blessure de la trahison. Bon bah voilà. » Et c'est quelque chose comme si qu'on avait besoin d'avoir, comme une possession. Bon bah ok, maintenant je vais me définir comme j'ai la blessure de la trahison, ou j'ai la blessure du rejet, ou j'ai la blessure de ci, de ça. Et en fait, ça ne nous définit pas en tant que personne, ça ne définit pas notre valeur personnelle. C'est des blessures qui sont là alors pour être guéries, mais en tout cas peut-être pour nous apprendre quelque chose sur nous. Et comme tu l'as dit, on choisit notre famille. Moi, je suis persuadée qu'on se réincarne et qu'on choisit notre famille, qu'on choisit nos parents parce qu'on pourra leur apporter aussi quelque chose. Les enfants apprennent beaucoup à leurs parents, mais et vice-versa. Et effectivement, des fois, on se demande mais pourquoi j'ai choisi cette famille-là? Mais c'est justement quand on se pose ces questions-là qu'on se dit ok, peut-être que je suis sur le bon chemin. Oui, exactement. Mais ouais, petit disclaimer juste, si vous lisez ce livre ou si vous l'avez lu, ces blessures ne vous définissent pas. C'est une blessure, c'est quelque chose qui traverse. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir la blessure de la trahison et peut-être que demain, la blessure du rejet va apparaître. Et voilà, c'est comme... on peut voir ça comme pas des messagers parce qu'ils sont peut-être un peu plus présents qu'un message ou qu'une émotion, mais c'est quelque chose qui nous permet de nous reconnecter à nous via en fait ces blessures-là, via des canaux entre guillemets. Mais ça ne nous définit pas. Ça, c'est important de le dire. Ensuite, en complément des 5 blessures de l'âme, je me suis fait accompagner l'année dernière par une femme incroyable et elle m'a parlé de la posture juste de Thierry Johnson qui est incroyable. Alors c'est un peu plus psychologique, même s'il y a un peu... Enfin moi je le vois aussi un petit peu... un peu plus psychologique quand même que les blessures de l'âme, mais je trouve que c'est un très bon complément à ce livre-là pour comprendre aussi qu'est-ce qui se passe dans le corps et dans nos mécanismes de défense, de protection, comment en fait tout ça se crée. Encore une fois, on ne se définit pas par telle et telle posture ou par telle et telle blessure, mais ces 2 livres combinés peuvent vraiment mettre des mots sur
pourquoi je réagis comme ça et comment en fait ça se passe dans mon cerveau. Et c'est super intéressant. Donc je vous conseille de lire en parallèle La posture juste de Thierry Johnson. Voilà. Comme ça, il y a la partie aussi psychologique, donc on comprend aussi comment ça se passe. J'ai lu ce livre dans les tout débuts aussi, et je me suis dit, bon bah ça y est, j'ai la blessure du rejet, j'ai la blessure de l'abandon, puis j'ai cette blessure-là, nanana. Et je crois que quand j'ai lu la blessure du rejet, je me suis mise à pleurer tout le chapitre. En fait, ça m'a vraiment mis... J'ai mis des mots sur ce que je ressentais en me disant, mais oui, mais c'est ça. Et je me suis un peu attachée à cette blessure en me disant, bon bah, j'ai cette blessure maintenant, ça y est, je la garde. Alors qu'en fait, non, enfin... Elle est toujours présente, hein. Je t'avouerai qu'il y a des situations où cette blessure du rejet, elle est vraiment présente, mais maintenant je le sais, donc je peux vraiment l'accueillir et dire, ok, ça va. Généralement, les blessures de l'âme correspondent aussi à notre enfant intérieur. Là, on part sur autre chose, je pourrais t'en parler des autres, l'enfant intérieur, mais notre enfant intérieur, c'est la partie de nous entre 0, 7, 8 ans. C'est à ces moments-là qu'on est conditionné par notre éducation, par notre environnement, par ce qu'on voit, ce qu'on ressent, etc. Et c'est là qu'on crée nos mécanismes de protection, nos mécanismes de défense, et c'est là que les blessures aussi peuvent apparaître. En tout cas, peuvent se créer. Je te dis ça avec des guillemets, je ne sais pas si j'utilise le bon terme. Donc quand on explore ces blessures de l'âme, c'est toujours intéressant de faire un travail avec son enfant intérieur, parce que quand tu te sens rejeté, c'est pas ton toi adulte qui se sent rejeté, c'est la part de toi. En fait, ça ravive juste un souvenir que tu as eu quand tu étais enfant. Quand j'étais petite, j'avais 7 ou 8 ans, c'était mon anniversaire, mon papa m'a dit viens, on invite tes amis, on fait des cartes et tout, donc j'ai fait des petites invitations trop mignonnes, j'avais acheté un gâteau, j'étais trop contente, c'est la première fois qu'on faisait mon anniversaire, qu'on fêtait mon anniversaire avec mes amis. Et je suis née le 20 décembre, donc c'est le jour des vacances scolaires. Et donc j'attendais, je m'étais préparée, j'étais trop contente et tout, et personne n'est venu. Mais vraiment, personne n'est venu à mon anniversaire. Et je savais pas, personne m'avait prévenu et tout, donc franchement, traumatisant. Même encore aujourd'hui, quand je fais mon anniversaire, je sais pas, j'ai un traumatisme par rapport à ça, ça me trigger vachement. Mais du coup, de comment je me suis auto-analysée, je pense que ma blessure de rejet, elle est venue aussi à ce moment-là. En me disant, bon en fait, je suis pas assez intéressante, personne ne vient, personne ne m'aime, etc., etc. Donc à chaque fois qu'aujourd'hui je me sens rejetée, je vais aller parler à cette petite fille, à ma petite Sarah qui avait 7 ans en disant mais t'es pas rejetée, t'es aimée, t'es vue, t'inquiète pas, enfin tout va bien, tu vois. Et j'essaie vraiment de me rassurer un maximum. Encore une fois, il y a des situations où c'est beaucoup plus facile que d'autres, mais du coup de travailler les blessures de l'âme avec notre enfant intérieur, ça permet de mettre en lumière beaucoup de choses et de se reconnecter à soi avec la joie aussi, tu vois, parce qu'on a des blessures, certes, mais on est aussi fait de joie, d'amour et de bienveillance, et du coup de se connecter à ces énergies-là vont nous permettre de nous élever. Si on est toujours là à creuser, en essayant de comprendre le pourquoi du comment, du pourquoi, on s'en sort pas, et on trouvera toujours quelque chose qui va pas. Donc tu vois, avoir un bon dialogue intérieur avec soi quand on explore ces blessures-là, c'est important. En tout cas, encore une fois, je te dis par rapport à ce que j'ai vécu et ce que j'ai cheminé, parce que c'est toujours plus facile de dire ah bon bah ça y est, j'ai cette blessure, hop, je la mets dans ma petite trousse et on n'en parle plus. Alors que ça se passe comme ça, mais c'est bien aussi de pouvoir comprendre d'où ça vient et se soutenir et se rassurer un maximum. Oui, et effectivement, c'est vrai que si on prend des enfants entre 0 et 7 ans, il y a très peu d'enfants avant l'âge de 6-7 ans qui sont anxieux, par exemple, parce que ces enfants, ils ont la capacité d'être dans le présent, ils ont cette capacité d'émerveillement, de joie intense, de colère intense aussi, et c'est à mesure qu'on a ces expériences et que où nos besoins sont pas remplis, où ces moments où on n'est pas vu, pas entendu, pas aimé, où il y a ces blessures qui viennent se créer. C'est ça après qui s'empile, qui s'empile. Et puis après, nous, on pense aujourd'hui, adultes, que c'est normal d'être sérieux, de ressentir des joies, mais qui sont finalement assez superficielles, de pouvoir maîtriser sa colère ou avoir cette colère hyper glacée. Alors que non, moi, je pense que c'est juste qu'on s'est coupé de l'intensité de nos émotions et de tout l'éventail de l'intensité de nos émotions. Parce que si par exemple on imprime en tant qu'enfant que c'est pas safe d'être en colère, par exemple, tu te mets en colère et je t'envoie dans ta chambre,
Et ben, l'enfant, il imprime que c'est soit l'amour de mes parents, soit je me mets en colère. Et l'enfant, entre l'amour de ses parents et l'authenticité, il choisira toujours Bien l'amour sûr. de ses parents parce que sa survie en dépend. Donc c'est logique et c'est complètement normal. Mais voilà, effectivement, il y a toutes ces situations-là qui viennent un peu s'empiler et qui sont les lunettes à travers lesquelles on voit la vie après. Et ouais, et effectivement, cet âge de 6-7 ans, il est hyper critique parce que c'est là où tout se cristallise. Et j'avais justement une question sur l'enfant intérieur pour toi. Et ma question, c'était, voilà, c'est qui notre enfant intérieur? Donc tu y as déjà un petit peu répondu, mais comment est-ce qu'on peut véritablement en faire un compagnon de vie, en fait? Je sais que moi, j'avais fait une méditation guidée comme ça, où dans la méditation, on a invité à aller voir cet enfant intérieur. Mais voilà, comment au quotidien, on en fait un compagnon de vie? Alors, tu me lances sur des sujets, vraiment je pourrais t'en parler pendant... L'enfant intérieur, c'est un sujet qui me passionne depuis 1 an. Comment tu peux en faire un compagnon? Alors, je pense qu'il y a deux facettes. Un peu comme une dualité, il y a 2 facettes. Il y a la facette de guérison, de blessure, qui est super importante à prendre en compte pour justement rassurer et soutenir. Et je pense que ces 2 mots-là sont primordiaux quand on veut accueillir son enfant intérieur et avoir une relation avec cette petite part de nous, se rassurer et se soutenir. Être le parent qu'on aurait souhaité avoir quand on était enfant, qui peut répondre à nos besoins. Parce qu'on est la seule personne qui peut répondre réellement à nos besoins et de savoir exactement ce dont on a besoin. Donc, cette partie-là de ok, il y a de la guérison, il y a des blessures, etc. Je suis le parent qui va te permettre de répondre à tes besoins. Tes émotions sont valides. Vas-y, tu vois, t'es soutenu, tu peux les exprimer en toute sécurité. Et t'as du coup une autre partie qu'il faut pas oublier. Ton enfant intérieur, c'est la partie de joie, d'émerveillement, de contemplation, de moment présent, d'amour. L'enfant intérieur, et même notre enfant, quand on est enfant, on n'a pas d'attente vis-à-vis du monde. On donne, et on a juste envie d'être aimé, mais aussi on donne tellement d'amour et tellement de joie autour de nous sans rien attendre en retour. Et ça, on l'oublie quand on devient grand, quand on devient adulte. On a des responsabilités, notre conscient est beaucoup plus présent aussi parce que du coup, ça se construit au fur et à mesure. Mais du coup, notre enfant intérieur, c'est lui qui regroupe tout ça, toute notre joie de vivre, notre insouciance, le fait de vraiment être présent dans le moment. Donc, tu vois, c'est une balance, je pense, entre les deux et de pouvoir se reparenter et aussi donner une structure à ton enfant intérieur. Tu sais pas parce que tu te connectes à ton enfant intérieur qui doit faire ce qu'il veut tout le temps et tout en mode allez, ça y est, c'est la fête. Non, il faut aussi quand même redonner une structure yang à ton enfant intérieur pour justement qu'il puisse s'exprimer en sécurité, mais aussi lui laisser, ou en tout cas te laisser des moments de joie au quotidien. Donc tu peux te poser la question, qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petite? Est-ce que c'était de la poterie? Est-ce que c'était de danser? Est-ce que c'était dans la nature? Est-ce que c'était de chanter ou de faire un instrument de musique? Ou enfin bref, de faire des gâteaux, peu importe. De faire des puzzles, de regarder un Disney, enfin bref, on faisait plein de choses petits. Donc se demander qu'est-ce que j'aimais faire petit et revenir à ça. Sans chercher compliqué, sans essayer de chercher midi à 4 heures. Reviens à ce que tu aimais faire petit. Ça peut être même une activité physique, une activité sportive. Et essaie d'intégrer peut-être des petits moments comme ça dans la journée. Donc, tu peux te poser la question, donc cette première question, et après te dire comment je peux m'apporter de la joie aujourd'hui ou comment je peux me soutenir aujourd'hui. Et donc, du coup, là, tu vas vraiment être en connexion avec ton enfant intérieur. Cette part de toi va te faire de plus en plus confiance. Donc, du coup, tu vas recréer et tu vas te sentir beaucoup plus complète parce que tu prends en compte ton enfant intérieur. Et ton enfant intérieur, dans la vie de tous les jours, elle est là. Et c'est un peu la partie droite de ton cerveau, c'est elle qui expérimente, qui ressent les émotions. La partie gauche de ton cerveau, c'est ton toi adulte qui est logique, qui est structuré, qui est organisé. Et donc du coup, le fait de prendre ça en compte, tu vas aussi, quand tu vas être par exemple en conflit ou en discussion avec quelqu'un, la première émotion que tu sens, c'est ton enfant intérieur. C'est pas ton toi adulte, c'est ton enfant intérieur qui ressent les émotions. Donc du coup, tu vas pouvoir vraiment parenter cette part de toi en disant ok, c'est pas parce qu'elle t'a dit non que t'es rejeté ou que t'es pas aimé en fait, tu vois bien, tu vois. Et tu vas vraiment recréer un vrai dialogue avec toi-même. Donc encore une fois, que ce soit quand ça va pas, ou quand il y a des blessures, ou quand il y a des émotions qui sont pas forcément digérables à ce moment-là, tu reparentes ton enfant intérieur. Et tu lui dis comment je peux te soutenir aujourd'hui,
Je te donne l'espace pour exprimer ton émotion, de quoi tu as besoin en fait, de quoi là tu as besoin. Je te donne ce que tu as besoin, de quoi tu as besoin. Et de l'autre côté, comment je peux m'apporter de la joie aujourd'hui et te reconnecter justement à ces moments d'émerveillement, de contemplation, d'insouciance et de rire et de sourire et de se moquer de ce que les gens pensent. Si tu as envie de sauter dans une flaque d'eau, et fais-le, tu vois, on s'en moque tant que ça te fait du bien et que ça ravive en tout cas ce soleil intérieur, fais-le quoi. Donc je pense que, encore une fois, c'est cette harmonie entre ces deux notions-là. Comment soutenir, comment je peux m'apporter de la joie et qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petit et revenir à ça. Merci beaucoup pour ça. Et je pense que ouais, tu as prononcé un mot qui est hyper clé, c'est l'insouciance, parce que c'est de ça qu'on est complètement coupé quand on a de l'anxiété et où on se dit qu'on n'arrivera jamais à être à nouveau insouciant, insouciante. Donc voilà, peut-être faire un petit auto-diagnostic avec vous-même si vous nous écoutez et se dire, OK, ou est-ce que j'ai encore une part d'insouciance en moi? Est-ce qu'il y a encore des moments de ma vie où j'arrive à être insouciante, insouciant? Et si c'est pas le cas, justement, comment je peux venir travailler avec cet enfant à l'intérieur, ramener de la joie, ramener de l'insouciance, de l'émerveillement. Et avant tout ça, je pense qu'on en parlait au tout début du podcast, que ce soit dans le fait de reparenter ton enfant ou d'apporter de la joie, recréer cette fondation, cette sécurité, pour que justement tu puisses vivre ces moments en pleine conscience, mais que tu puisses le vivre sereinement et en toute sécurité. Tu peux pas t'exprimer librement si tu te sens pas en sécurité. Tu peux pas aller de l'avant, ou en tout cas avoir la poitrine ouverte et cette confiance en toi par rapport au plexus solaire si tu te sens pas en sécurité. Donc il y a vraiment ce travail, ou en tout cas cette exploration de me recrée un espace de sécurité, un endroit où je suis en sécurité, où je suis ancrée dans mon corps. Je peux visualiser des racines, il y a plein de façons de s'ancrer. Et après de se dire, ok, de quoi tu as besoin ou comment je m'apporte de la joie. Mais je pense qu'avant toute chose, c'est vraiment cette notion de sécurité qui est importante, surtout quand on a de l'anxiété. Oui, complètement. Parce que l'anxiété, c'est un état d'alerte conscient dans le corps. Donc, effectivement, cette sécurité, c'est au cœur de tout le travail qu'on souhaite faire. Et c'est parfait que tu reviennes à ça. Je voulais justement revenir aux chakras. Les chakras, du coup, c'est ces 7 roues d'énergie à l'intérieur de nous. Donc, on dit qu'il y en a 7 principaux. En vrai, il y en a d'autres. Mais c'est ces 7 roues d'énergie le long de notre colonne vertébrale. Et moi, j'aime bien parler des chakras comme les organes de notre corps énergétique. Je trouve ça assez parlant. Bien sûr, si un chirurgien vous ouvre en deux, il verra pas vos chakras, mais ils sont là. Et j'aime bien l'explication d'Anno Judith, justement, qui dit que c'est des centres énergétiques qui reçoivent, qui stockent et qui distribuent l'énergie vitale dans notre corps. Et là, on comprend bien que c'est essentiel, et ça, on le sait avec voilà, la médecine chinoise, l'Ayurveda, dans ces disciplines-là, on dit que c'est super important que l'énergie, elle circule correctement à l'intérieur de nous, qu'il n'y ait pas de blocage. Or, chaque chakra peut être déficient, en fait, ou en excès. Ok. Et donc, du coup, Sarah, ma question pour toi, c'est est-ce que déjà tu pourrais juste nous re-guider à travers chaque chakra, alors rapidement, hein, juste voilà, nous dire à quoi ils correspondent chacun, et puis après, comment tu as intégré ces chakras, toi, au début, déjà, à ta pratique de méditation? Comment tu as commencé à les intégrer, en fait, dans ta pratique? Alors, du coup, en faisant très court, Ouais. donc, comme tu l'as bien expliqué, on a 7 principaux, mais on en a énormément. On peut aussi voir ça, donc les chakras, tu peux voir ça comme des centres d'énergie, tu peux voir ça comme tes organes, tu peux voir ça comme des méridiens. Il y a plein de façons, en tout cas, de voir ça. Si le mot chakra est inconfortable, tu vas vraiment l'utiliser avec toi, tes ressources et tes connaissances. Donc, au niveau du coccyx, au niveau du périnée, donc à la base en fait de ta colonne vertébrale, tu as le chakra racine, donc on en parle depuis le début. C'est celui c'est le je suis. C'est ton corps physique, ta famille, ta sécurité, tes peurs, tes croyances, tout ce qui va te permettre en fait de vivre ton expérience humaine. Ensuite, au niveau du ventre, en dessous du nombril, tu as le chakra sacré qui va être lié à ton siège des émotions, mais aussi à ta créativité, à l'élément de l'eau, à l'énergie féminine, donc à cette puissance féminine, à cette énergie de vie. On crée la vie aussi avec cette énergie-là, c'est vraiment cette force vitale. Et quand on regarde un petit peu au niveau du corps, notre nombril, c'est ce qui nous
connecte aussi à nos générations passées. C'est ce qui nous connecte à tout ce qui a pu se passer aussi dans le ventre de notre maman, etc. Donc c'est vraiment cette force vitale, tu vois, c'est un point très 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 important. Ensuite, en dessous de la poitrine, à l'entrée de l'estomac, là, entre ta cage thoracique, juste là, normalement, tu peux sentir qu'il y a... ça se sépare, que tes côtes, elles se séparent. Donc juste ici, tu as le plexus solaire qui va représenter du coup ton identité, ta vitalité, ta confiance, ton estime de toi, etc. etc. Je te le fais très court, hein, parce que... Oui, sinon on va être là toute la nuit ouais, non, avec le chakra. Au niveau du cœur, donc du coup, tu en as un. Il va correspondre au fait de recevoir et de donner, lié à la compassion, le pardon, la bienveillance, l'amour-propre, la connexion aux autres, à soi, à la nature. Ensuite, tu as le chakra gorge qui va du coup être aussi lié aux mains, donc tout ce qui va être créativité et tout ce qui va être lié au manuel, en fait, tout ce qu'on peut créer avec les mains. Mais du coup, tout ce qu'on peut exprimer aussi, on exprime souvent avec les mains, tu vois, donc du coup, c'est aussi lié au chakra-gorge. Donc on va exprimer ce qu'on ressent, mais aussi on va entendre. Il y a vraiment cette notion de je m'exprime, mais aussi j'entends avec le chakra-gorge. Et donc, du coup, ça va être lié à notre vérité, à nos besoins, aux non-dits, aux mensonges, à toutes ces choses qu'on garde pour nous aussi. Et ensuite, du coup, on a au milieu des yeux, on a le chakra troisième œil qui va correspondre à notre intuition, à notre mental, aux rêves. En gros, ouais, ça va vraiment correspondre à ça. Et ensuite, au niveau du sommet de la tête, à le chakra couronne qui va lui correspondre à... Lui, il est beaucoup plus spirituel. C'est lui qui te permet d'être ouverte à la sagesse universelle, à l'amour inconditionnel, le fait de savoir qu'on vient tous d'une même énergie, d'une même source d'énergie. Après, selon les croyances et selon les mots que tu veux y mettre, voilà. Mais c'est ce qui te permet aussi du coup de te connecter à l'énergie quand tu fais des soins, par exemple, ou quand tu pratiques le Reiki, ou quand... voilà, le fait d'être vraiment ouvert et de savoir qu'on fait partie d'un tout et qu'il y a quelque chose de bien plus grand que nous. Donc voilà pour la c'est vraiment une petite explication rapide. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Et moi, du coup, comment je l'ai découvert? Je l'ai découvert avec le Reiki, donc cette technique énergétique. Et prise de passion, franchement, j'ai lu plein de livres, j'ai médité de plein de façons différentes avec les chakras, que ce soit avec les couleurs, avec l'énergétique, que ce soit aussi dans ma façon de... Comme tu l'as dit, tu vois, s'il y a des choses que tu dois travailler, peut-être qu'inconsciemment tu vas porter une couleur particulière ou tu vas vouloir manger quelque chose en particulier. Il y a plein de choses comme ça aussi qui peuvent se manifester dans le corps. Donc le fait de prendre conscience de mes chakras, ça m'a permis d'être beaucoup plus consciente de ce qui se passait dans mon corps, que ce soit en termes d'émotions mais aussi de mots physiques. Et par exemple, si je me sens un peu en stagnation dans une situation, ça va être mon chakra sacré, donc du coup je vais devoir rebouger, recréer du mouvement, donc peut-être avec la danse, peut-être avec des mouvements circulaires au niveau du ventre, peut-être avec de l'énergétique, peut-être en allant dehors, enfin... Donc du coup, le fait de prendre conscience de ça, ça me permet d'avoir une boîte à outils, de me dire ok, sur chaque chakra, ok, là je me sens comme ça, là je suis comme ça, là je ne me sens pas ancrée, qu'est-ce que je peux faire du coup pour me sentir plus apaisée ou en tout cas plus sereine à ce moment-là. Donc c'est un bel outil au quotidien. Tu vois, le matin, si tu te poses 2 minutes, tu médites ou tu respires ou peu importe, tu te dis ok, est-ce que je me sens ancrée? Et puis du coup, faire un petit body scan de tes chakras et voir qu'est-ce qui se passe. On le disait aussi en début de podcast, nos chakras, c'est des centres d'énergie, mais on est aussi des êtres cycliques, donc ça bouge tous les jours. C'est pas parce qu'il y a une journée où le chakra cœur il va être déséquilibré ou pas forcément en place que le lendemain ce sera pareil. Donc et encore une fois, on ne se définit pas en se disant « Ah, moi voilà, mon chakra racine, il est déséquilibré, je reste avec ce chakra déséquilibré. » Ça ne nous définit pas, c'est vraiment quelque chose circulaire qui bouge, c'est du mouvement, c'est de l'énergétique. Donc voilà, je trouve que c'est un bel outil pour apprendre à se connaître et se dire « Ok, là je me sens comme ça, ou là il y a cette émotion à tel endroit, ou là je sens que ma gorge elle se serre, ok. » Peut-être que là, il y a quelque chose que je dois exprimer ou entendre. Donc, qu'est-ce que c'est? Et ça te permet vraiment de recréer un dialogue intérieur avec soi, avec des clés, avec 7 clés. Et je trouve que c'est super intéressant. Ouais, effectivement. Et du coup, donc, toi, tu les intègres voilà, dans tes méditations, dans tes pratiques. Tu nous as parlé un petit peu du Reiki. On va y revenir. Je vais te poser quelques questions là-dessus. Comment est-ce qu'on peut, du coup, mettons que je me lève un jour, ok, et je sens que voilà...
beaucoup d'anxiété, je me sens pas très en sécurité, je me dis, ok, je porte de la conscience là-dessus et je me dis, ah, ok, tiens, chakra racine, peut-être qu'aujourd'hui, je suis invitée à travailler avec celui-là. Comment je vais rééquilibrer les chakras? Il y a le son, il y a les huiles essentielles, il y a plein de choses qu'on peut Il y a faire. plein de choses, Ouais, ouais, ouais. Il y a plein de choses. Tu peux méditer, tu peux faire un soin énergétique, tu peux utiliser les huiles essentielles, certains aliments aussi selon la couleur ou en tout cas les nutriments en tout cas de certains aliments, ça va te permettre aussi du coup de rééquilibrer, en tout cas d'apporter de l'attention à tel ou tel chakra. T'as le son qui est incroyable, les bains sonores et tout ce qui va être lié à la musique en fait, tout simplement. Ça permet aussi de, encore une fois, de décristalliser peut-être certains blocages et de recréer du mouvement dans le corps. Ouais, après, comme on en parlait, t'as l'art-thérapie, t'as toutes ces techniques en fait qui permettent de te reconnecter à toi. Après, tu mets juste le mot sur chakra et tu dis ah bon bah là, je pense que je peux peut-être développer un peu plus ma créativité. Donc qu'est-ce que je peux faire? Ou c'est juste en fait de se créer une boîte à outils et de se dire ok, bah là, je me sens pas forcément ancrée. Donc est-ce que j'ai envie de méditer? Est-ce que j'ai envie d'aller en nature? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Et hop, du coup, utiliser ces outils pour pas forcément pour rééquilibrer parce que cette notion d'équilibre, elle est... J'aime pas cette notion de trouver l'équilibre, parce qu'une fois trouvé, qu'est-ce que tu fais en fait? On a toute une vie pour trouver notre équilibre, en tout cas pour harmoniser ce qui se passe en nous. Et au final, tout est juste, et notre équilibre à ce moment-là, il est juste pour nous, et on doit peut-être juste accueillir et s'adapter et l'harmoniser un maximum. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je pense oui, que vraiment de s'écouter et de se dire ok, bon bah là je me sens pas ancrée, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux me soutenir, encore une fois on revient à cette question, comment je peux me soutenir pour m'ancrer, qu'est-ce que je peux faire là pour m'ancrer, qu'est-ce que je peux faire là pour libérer ma voix, est-ce que j'ai besoin de crier dans un oreiller, est-ce que j'ai besoin d'écrire une lettre, est-ce que j'ai besoin de faire du son avec la vibration, avec des mantras ou quoi que ce soit, et en fait de tester et de voir ce qui nous fait du bien à ce moment-là aussi je pense. Et encore une fois de tester. On peut pas se dire, bon bah, ok, j'ai mon chakra qui est déséquilibré, par exemple au niveau racine. Je sais que je dois méditer. Bon bah, ok. Mais on fait rien. Toi, faut passer à l'action. Il y a quand même cette notion de passer à l'action pour du coup être. Bah, pour que ça fonctionne quoi. Mais c'est comme dans tout. Donc, essayer, avoir sa boîte à outils, essayer et puis voir ce qui va pour nous à ce moment-là. bien sûr. Ouais, ouais, moi, j'ai beaucoup travaillé sur mon chakra racine avec la musique notamment, et ça, c'est un truc Mhm. vraiment tout bête. Enfin, si vous êtes chez vous, vous tapez chakra racine musique sur YouTube, et il y a des musiques sur certaines fréquences, et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé, parce que dans des moments où voilà, je me sentais pas très en sécurité, et travailler même, ça devenait assez difficile, je travaillais en écoutant. En fait, cette musique-là et la musique, c'est très très puissant. Enfin, le nerf vague passe dans l'oreille. Donc Mhm. la musique, c'est très puissant pour venir changer d'état au niveau du système nerveux aussi, même sans parler, juste sans parler des chakras. Tu nous as parlé super brièvement du Reiki. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, c'est quoi le Reiki en fait? C'est une technique énergétique qui vient du Japon et qui permet de purifier le corps et d'harmoniser aussi du coup tes centres d'énergie. Donc tu as cette notion physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. On va vraiment travailler, ou en tout cas, j'aime pas travailler, excuse-moi, on va explorer. J'essaie de changer mon vocabulaire pour être plus positive. On va aller explorer du coup ces différents plans. On va travailler du coup sur le plan physique, les mots, qu'est-ce qui se passe dans le corps. Le Reiki, c'est génial si tu as un manque de concentration, si tu as besoin de booster ton système immunitaire, si tu as des douleurs de règles intenses, si tu as une blessure, ça permet aussi d'apaiser certains endroits du corps. Si tu as un mot de tête, en fait, tous les maux du corps nous envoient des signaux et le Reiki, ça permet du coup d'aller travailler, en tout cas d'aller décristalliser certains blocages. Encore une fois, c'est pas en une séance que, il faut aussi explorer soit de son côté. C'est pas en, tu fais pas juste une séance de Reiki, il faut aussi avoir conscience du travail qu'on peut faire sur soi à côté. Mais c'est juste incroyable le Reiki parce que tu peux voir ça comme quelque chose de très spirituel parce que tu peux vraiment aller très loin avec le Reiki en termes de... Moi, je sais que je pratique le Reiki, ça fait du coup 3 ans maintenant. J'arrive à voir des choses, à ressentir dans le corps ce que la personne ressent. Enfin, en fait, mes sens extrasensoriels se développent vachement et c'est super intéressant. Mais tu peux voir ça juste
comme un bien-être physique. Je sais que mon mari, il n'est pas forcément dans ce chemin spirituel ou quoi que ce soit, mais il adore le Reiki parce que ça lui fait du bien physiquement en fait. Donc tu vois, tout le monde peut prendre ce qu'il a à prendre avec cette énergie. C'est une énergie qui est basée sur de l'amour inconditionnel, donc dans tous les cas tu reçois ce que tu dois recevoir et tu reçois une dose d'amour magnifique. Encore une fois, tu peux te connecter à tes guides à ce moment-là, à tes ancêtres, à des personnes qui te sont chères. Je te dis ça un peu tout dans le désordre, je suis désolée. Mais non, franchement, le Reiki, c'est incroyable pour le physique, pour s'ancrer, pour se reconnecter à nos sens. Émotionnel, parce qu'on va aller décristalliser aussi certaines émotions. Mental, parce qu'on va du coup clarifier aussi ce qui se passe dans notre tête et donc du coup être beaucoup plus présent et laisser peut-être un peu plus de place à notre intuition. Et spirituel, parce que du coup ça te permet de te connecter aussi à plein d'autres choses, mais je pense pas que ce soit le sujet de maintenant, et encore une fois on pourrait parler de ça des heures, mais du coup ça te permet vraiment d'harmoniser, de comprendre où sont les blocages et aller aussi purifier. L'énergie, ça va aussi purifier ce qui se passe dans le corps. S'il y a des tensions, si t'es malade, le Reiki c'est incroyable. Je sais que depuis que j'ai mon premier niveau, je crois qu'en 3 ans j'ai eu un rhume 2 fois quoi. Et encore, je te dis ça, et encore, tu vois, je suis vraiment pas malade. Je vais pas dire jamais, mais je ne suis pas malade. Parce que je pratique le Reiki et c'est juste dingue en fait tout ce qui se passe. Donc, je recommande. Parce que l'énergie circule bien et c'est une des clés, ouais, complètement. Donc, je voulais te demander, est-ce que le Reiki peut soulager l'anxiété? J'imagine que oui, avec tout ce que tu viens de nous dire. Ouais, ouais. Complètement. Ok. Et du coup, un petit conseil, on arrive bientôt à la fin de notre épisode. Dans l'énergétique, tu le disais aussi au début, toi, il y a encore des choses qui te font un petit peu peur en énergétique. Dans l'énergétique, on peut avoir des résistances en se disant aussi que bah, finalement, on ne sait pas trop quelle énergie, justement, la personne, elle va nous transmettre. Et, et est-ce que tu as des conseils, toi, pour bien choisir la Ouais, bien personne, sûr. voilà, qui va nous accompagner? Tu as parlé de l'intuition, est-ce qu'il y a d'autres Ouais. choses? Je pense que ouais, la première chose, c'est déjà de rentrer en contact avec la personne avec qui tu veux faire un soin énergétique, alors que ce soit Reiki et toutes sortes de soins énergétiques, parce qu'il y en a beaucoup. C'est de prendre un contact avec cette personne-là et de voir si tu es à l'aise. Si tu sens que tu es totalement à l'aise et que tu fais confiance, vas-y. Par contre, si tu sens qu'il y a un doute ou il y a quelque chose qui peut être dérangeant, même un mini doute, peut-être que c'est pas la bonne personne. Et c'est ok, tu vois, tout le monde a... Ça dépend aussi des goûts et des couleurs de chacun, mais vraiment, intuitivement, ça te permet de savoir, ok, là c'est juste pour moi, là c'est pas juste, peut-être que c'est pas le bon moment aussi. Donc voir aussi si c'est le bon moment. Et après, je te le dis parce que je pratique, mais ça dépend de chaque personne. Mais je pense que quand tu pratiques du Reiki sur quelqu'un ou même sur toi, l'intention, le pouvoir de l'intention, c'est ce qui est le plus important. Personnellement, j'irai jamais faire un soin Reiki à une personne si je suis fatiguée, si j'ai une émotion que je digère pas ou tu vois où je suis pas forcément bien, j'irai pas faire un soin parce que peut-être que mon intuition elle sera pas forcément mon intention pardon sera peut-être moins forte à ce moment-là. Donc je fais vraiment attention à comment je me sens et selon comment je me sens, ouais, OK, on peut faire le soin. Par contre, si je me sens pas bien, je préfère qu'on décale parce que du coup, je veux que ce soit le plus juste pour toi et que tu te sentes vraiment en sécurité. Donc le pouvoir de l'intention est ce qui est le plus important. Et à partir du moment où tu fais confiance à la personne, je pense que déjà c'est un premier contact. Ouais, je pense que c'est les seuls conseils que je pourrais te donner. C'est vraiment une question d'intuition, de voir si tu es à l'aise, si tu fais confiance, si tu te sens bien, si tu te sens en sécurité. Et puis l'intention aussi que la personne a. Puis ça, tu peux le ressentir. Tu peux le ressentir. Ouais. Mm. Et donc, une dernière question, quelqu'un qui commence, donc là on a parlé voilà, de différentes pratiques énergétiques, les chakras, le Reiki, la méditation aussi, même si forcément, enfin on la classe pas forcément dans les pratiques énergétiques, mais voilà. Donc, quelqu'un qui commence avec toutes ces pratiques-là, que ce soit la méditation ou les pratiques énergétiques, qui est vraiment novice, qui arrive avec peut-être des résistances, certaines peurs, tu lui conseillerais de commencer par quoi?
Je te dirais peut-être quelque chose qui l'appelle. Encore une fois, c'est très intuitif et je veux pas influencer, tu vois, parce que c'est propre à chacun. Et chacun a son free will, je sais pas trop le dire en français non plus, de faire ou de pas faire. En tout cas, on a le pouvoir sur nos décisions et nos choix. Après, si c'est quelque chose qui appelle, pourquoi pas commencer avec de la méditation guidée. Je pense que c'est très bien. Et puis, en fait, même avant la méditation guidée, peut-être juste revenir à ses sens et vivre des moments de pleine conscience au quotidien. Quand on mange, être connecté à nos sens, quand on se promène, visualiser chaque pas que tu fais avec ton souffle, avec ta respiration, quand tu es en train de parler à quelqu'un, ne pas être sur ton téléphone ou de ne pas penser aux courses que tu dois faire après, mais être vraiment impliqué dans la conversation. Quand tu fais la vaisselle, par exemple, sentir l'eau chaude et le savon, même si on n'a même pas fait la vaisselle, mais tu vois, peut-être réintégrer des moments de conscience quand tu prends ta douche, ressentir l'eau chaude qui coule sur ta peau, le savon aussi, qui, tu vois, c'est tout doux sur la peau. Enfin bref, tu vois, vraiment se reconnecter à ses sens, je pense que c'est peut-être la première étape. Et encore une fois, chacun fait comme il le souhaite, mais je pense que ça peut être un très beau début. Et puis commencer tout doucement. Je pense qu'on n'est pas obligé de commencer par 30 minutes de méditation, c'est vite décourageant. Donc commencer avec 3 minutes, écouter une musique et puis être vraiment dedans, ou prendre conscience de sa respiration, ou voilà, des petites méditations courtes de 3 à 5 minutes pour commencer. Et puis plus on avance, et peut-être qu'on sera plus à l'aise à faire des méditations plus longues. Et puis à ce moment-là, peut-être essayer, comme tu l'avais dit, sans voix, donc le faire qu'en musique, ou peut-être le faire avec des activités ou avec des mouvements. Enfin, après, c'est vraiment à la personne de voir comment elle se sent à ce moment-là et d'ajuster un maximum. Mais je pense que des moments de pleine conscience, c'est ça peut être un très beau début. Ouais. Pour revenir dans le présent et éviter d'être dans le passé ou dans le futur de l'anxiété, justement. Merci beaucoup, Sarah. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Bah écoute, sur Instagram, je pense principalement... Sarah Pécher, c'est ton nom ? Avec la barre du 8. Yes, ok. On le mettra dans les notes en dessous de l'épisode. Ok. Merci beaucoup pour tous tes partages. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast. Merci à tous, à toutes. Belle journée, belle soirée, où que vous soyez dans le monde. Et on se retrouve très vite. À bientôt.